Bonsoir à tous. Heu, Très bien, donc je souhaitais ce soir partager en tout cas, heu, mon histoire avec, l'une de mes amies qui s'appelle Juliette, qui, a eu ses 50 ans l'année dernière et qui, il y a quelques années, un tout petit peu avant le covid, avait appris un nouvel métier, dans le milieu du change bancaire, avec, toute la législation qui va avec et cetera. Donc, elle a travaillé pendant 6 7 ans, dans le même bureau de change jusqu'au covid et à partir du covid, il y a un certain nombre d'éléments qui ont changé au niveau de la dématérialisation. Des éléments qui permettaient de faire du change, en ligne, sur le web et cetera et donc la plupart des bureaux de change ont fermé, comme pas mal de sociétés qui se transforment et c'est tout à fait normal. Par contre, mon ami, à la suite de ces événements, bon, s'est retrouvé au chômage, dans un cursus, de reclassement, professionnel. Qui, s'appelait à l'époque la CRP et aujourd'hui je ne sais plus trop, je me rappelle plus de l'intitulé. Mais a priori, elle a décidé, en tout cas, de trouver des formations pour pouvoir, en tout cas rebondir professionnellement. On lui a proposé, plusieurs jobs mais qui, n'ont pas convenu en tout cas à son profil. Elle n'a pas réussi à retrouver, en tout cas, dans la même branche, parce qu'a priori, la branche, du change avait complètement été transformée et donc elle n'a pas réussi à trouver, du travail, sauf, par la suite, auprès de la Poste, de la Poste elle-même, donc pour un métier tout autre, qui, lui permettait juste de subvenir à ses besoins. Mais, disons que la difficulté pour, des personnes qui perdent leur travail, dans ces tranches d'âge et pour retrouver du travail est, exceptionnellement, difficile si, bien entendu, ces personnes-là avaient un métier très spécifique. Donc, le sujet du soir, c'est, comment donner la possibilité à des seniors expérimentés de 50 ans et plus, nos amis, nos parents, mis à l'écart, rejetés par les entreprises et par les sociétés, l'État en général, de rebondir et de continuer de travailler pour vivre dignement, voire, pour certains, de continuer de travailler en transmettant leur savoir, leur expérience et leur sagesse. J'ajouterai une petite chose à ce qu'on avait envisagé, c'est, comment, l'État ou la société permet à ces personnes, en plus de retrouver du travail dans leur branche initiale, de pouvoir aussi, trouver la possibilité, de de se former ou en tout cas d'accéder à des nouveaux métiers qui leur permettraient peut-être, d'être beaucoup plus adaptés en tout cas, au marché du travail, tel qu'il est aujourd'hui. Alors, c'est vrai que la question aussi, elle est ce que tu viens de dire, elle est sous-jacente à, est-ce que l'État, en a les moyens? Est-ce que l'État, heu, même s'il est au courant, informé de tous ces gens qui, depuis la crise covid, perdent leur emploi, toutes ces boutiques qui ferment, tous ces bureaux qui ferment, comment l'État peut-il gérer? Que peut-il gérer d'ailleurs? Que gérer en premier? Est-ce qu'il va gérer en premier les agents de change ou gérer en premier
les écoles, ou gérer en premier les hôpitaux, ou gérer en premier les banquiers, les banques, ou la défense, maintenant qu'on risque une guerre. Enfin bon, c'est une question ouverte. Je vous invite à souffrir et potasser dans la question. Banfield, je, on parle du Covid, hein. Le Covid a transformé tous les métiers, et même au niveau de l'organisation des administrations. Euh, je dois peut-être pas te le dire, mais on travaille avec l'ARS en ce moment. Euh, Traduction, l'Agence qui, régionale de santé. voilà, exactement. Qui, avec beaucoup de surprises de ma part, n'est pas, n'est pas extrêmement digitalisé. Donc, vous pourrez comprendre les problématiques qui sont produites pendant le Covid. Donc, je reviens au sujet initial, la numérisation, la digitalisation des services, euh, la, je- la, quelque part, le fait que les métiers en tout cas où il y avait des échanges physiques, est un tout petit peu disparu ou de plus en plus disparu à la suite du Covid, fait que bah, justement, il y a un certain nombre de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation bah, de non-emploi. Pour des personnes plus jeunes qui étaient plutôt disons, dans des métiers enfin, opportunistes, c'est-à-dire le fait de travailler, je sais pas, je pense aux serveurs qui passent d'un établissement à un autre. Potentiellement, si tant est que ça soit pas une vocation, en tout cas, c'est un métier qui était qui permettait de compenser, en tout cas, l'aspect financier pour les jeunes étudiants, etc. Euh, Par exemple, l'État a beaucoup favorisé, en tout cas, le maintien de la restauration en donnant des subventions pendant le Covid pour maintenir l'emploi, alors que certaines sociétés ont complètement, en fait, on a donné en tout cas la possibilité à ces sociétés d'investir dans le numérique, mais sans forcément, en tout cas, y intégrer la dimension de l'emploi avec. C'est-à-dire, elles ont fait évoluer leurs services, mais elles n'ont pas fait évoluer leurs emplois, en fait. Hmm. Ou en tout cas, elles les ont fait évoluer, mais avec d'autres personnes. Ce qui est peut-être Oui, normal aussi, hein. Je mets pas la faute sur quelque chose, mais ça veut dire que quelque part, il y a beaucoup de personnes il y a eu beaucoup trop de transformations et pas assez d'accompagnement. oui, puis là, tu nous parlais d'une femme de 50 ans, donc comme tu le mentionnes, elle n'a pas forcément même si elle est complètement bouleversée par ce qui lui arrive, elle n'a pas forcément les forces, je dirais, l'énergie corporelle, l'énergie motivationnelle qu'aurait quelqu'un de 20 ou 25 ans pour se dire je repars à zéro dans une activité tout à fait nouvelle. Donc, comme tu disais, elle peut trouver un job palliatif pour ne pas mourir de faim, mais ça implique beaucoup de questions sur où va la société, comment vont réagir les gens dans cette situation, qui vont être donc nombreux. Est-ce qu'ils vont penser avec des idées noires à se suicider ou à suicider le système, à tout casser ou quelles sont les idées qui peuvent vous traverser les uns les autres sur où va-t-on? Et puis, en effet, est-ce que tu viens de soulever, on s'entend la question de l'État. Comment l'État peut-il continuer d'aider? Tu viens de mentionner l'accompagnement qui serait manquant et quel accompagnement? Mais l'État, a priori, il ne va pas aider. L'État, il est dans une perspective où il faut qu'il boucle son budget. Enfin, il est endetté, donc il est en train de chercher à même grappiller les allocations chômage. Donc, il est dans une logique de comptable. Il n'est pas du tout dans une attitude
comment dire, de réforme au sens réorganisation. Je ne pense pas du tout que ça soit le cas. On est dans un système qui, à mon avis, résonne pour finalement réaliser le pompier. Et voilà, et donc quelles sont les possibilités de substitution de l'État dans ses fonctions, par exemple, ce que tu disais, c'est accompagnement de la population active ou moins active pour réorganiser les emplois ou en tout cas réorganiser la société dans un sens plus juste. J'ai pas l'impression qu'à part les associations, le tissu associatif qui est assez actif quand même, j'ai pas l'impression qu'il y ait de réponse globale. C'est pas ça. Il y a une réponse de solidarité interfamiliale ou oui interfamiliale parce que finalement on s'aperçoit que tout un chacun, on a dans nos familles une ou deux personnes qui sont dans ces cas-là et qu'on aide. Et je pense que la solution elle est plus là que l'État. Enfin, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il est plus là. Il est plus dans cette dans cet élan, à part peut-être à la marge, je sais pas. Qui d'autre rebondit, parce que c'est vrai que c'est terrible de penser que tu as raison, hein, c'est un État pompier, un État qui essaie de se sauvegarder lui-même. Mm. Donc, on n'est pas à distribuer, on est à se dire arrêtons de distribuer, justement, sinon la dette va être épouvantable. Oui, Serge. Oui, Serge. Le plus difficile pour des salariés, parce qu'on en est encore au stade du salarié pour l'instant, peut-être qu'un jour prochain, on passera il sera plus salarié, mais mutualé, je vais oser ce mot. Et pour l'instant, le salarié, avec une énorme expérience, donc une expérience de presque toute une vie, je ne sais pas à quel âge a commencé Juliette, mais à 50 ans, on a au moins, je sais pas, je dirais 20, 25 ans d'expérience. Et cette expérience, on s'aperçoit que maintenant, cette expérience ne sert plus. Mm. C'est comme si on avait demandé à Juliette, Juliette a un paquet de mouchoirs, et un paquet de mouchoirs en papier. On a pris un mouchoir en papier, on s'est bien, euh, on a bien éternué, on s'est bien mouché dans le mouchoir, donc on est propre, le nez est propre. Et maintenant, on va acheter le mouchoir en papier. C'est comme si Juliette n'existait plus Mm. parce que elle a dépassé un certain âge et que maintenant, à notre époque, on cherche, on est dans une époque d'eugénisme, donc on cherche le jeune diplômé qui va être. On a connu ça avec Danfield, on a rencontré des jeunes gens qui étaient dans ce cas-là pressurisés parce que ils rentraient dans l'entreprise et on leur demandait beaucoup. Parce qu'on les payait moins, alors on leur demandait beaucoup. Et Juliette, qui est une personne très, très expérimentée, eh bien, il aurait été pour ce travail-là, pour une confirmée, avec une salariée confirmée dans ce travail, il aurait fallu la payer normalement, si j'ose dire, entre guillemets, normalement, avec un salaire normal en fonction de son expérience. Et justement, le mot expérience, j'ai l'impression que cette expérience-là, elle est perdue. On s'en sert plus. Il n'y a pas de transmission, il n'y a plus rien. Juliette, c'est comme si elle part avec un secret, finalement, et on s'aperçoit que dans beaucoup d'entreprises, des gens partent et des gens qui avaient des postes à responsabilité, qui étaient ce qu'on appelle des cerveaux pour l'entreprise, la mémoire de l'entreprise, l'historique de l'entreprise. Ces gens s'en vont et tout cet historique, cette mémoire de l'entreprise part à la retraite ou pas. Pire, je vais te redonner la parole.
pire part à France, comment ça s'appelle maintenant? France Emploi ou France Travail? Ça s'appelle Pôle emploi. ça s'appelle pas France Travail Ça maintenant? vient de changer, oui. Oui. Excusez-moi. France Travail. Je suis même pas au courant. Moi non plus. Ça vient de changer. J'ai laissé d'un fil Plus un pôle. derrière moi. J'étais un petit peu long, je suis désolé. Mais là, c'est très intéressant, Serge, parce que tu revenais sur ce qu'avait dit Constantin, et en effet, on est sur un problème technoscientifique. On est en train de changer notre société parce qu'on change les technologies. Et donc, forcément, un individu qui avait, comme tu dis, tout un patrimoine de connaissances n'est plus utile dans le système, puisque maintenant, là où il y avait cette femme, cette Juliette, il y a probablement des serveurs électroniques qui comptabilisent eux-mêmes. Il n'y a plus besoin d'une personne qui va gérer le change. Donc, à la limite, le change, il peut être automatiquement crédité sur ton smartphone ou autre système directement dans ta banque. Donc, à partir de là, eh bien, toute une profession disparaît et beaucoup vont disparaître. Donc, la question reste en suspens de la précarisation des gens, du comportement de ces gens précarisés, puisqu'on se rend bien compte, en effet, ce qui a été dit avant, notamment ce que disait Stéphane, on n'aura pas d'aide de l'État parce que l'État est devenu un État gestionnaire qui essaie de sauver les meubles. Donc on n'est pas, même s'il y a des sociétés comme notamment la production militaire qui se vend très bien, mais pour ce qui est du reste, tout. Alors, les jeux aussi, les jeux vidéo en France, ça se vend très bien. Les Airbus se vendent très bien, mais bon, on n'a pas tant de cartes à jouer. Donc, évidemment, réaction de l'État, quels qu'en soient les gouvernants, évitons de donner à tout le monde. Mais alors, que vont devenir les gens? Comment retrouver du travail pour certains? Quel travail? Quel courage avoir? Et puis aussi, la question des plus jeunes. Comment motiver les jeunes qui se disent en regardant les plus vieux, mais finalement, à quoi ça sert tout ça? Encore que, tout à l'heure, j'étais à une réunion d'étudiants, doctorants et même post-doc en neurobiologie qui travaillaient sur notamment le système de ce qu'on appelle la neuroglie, c'est-à-dire ce qui va enrichir et développer nos neurones et protéger nos neurones. Et là, toute cette bande de jeunes, une bonne quinzaine, c'est très très joyeux parce qu'ils sont dans justement un créneau porteur. Il y a de l'avenir, ils auront du travail. Donc là aussi, se dire comment encourager les jeunes à aller dans les bons créneaux. Là, je vous laisse la parole. Fred, oui, vas-y. Oui. Non, effectivement, on parlait d'État pompier. Moi, il me semble qu'il y a quand même un côté pompier pyromane aussi, parce que, en tant qu'il est manifestement le fondé de pouvoir du capital, la question de la dette, la question des recettes fiscales, tout ça, ça s'inscrit quand même dans une logique où la part belle a été faite à ce qu'ils appelleraient certainement des impératifs de marché, parce qu'on a un imaginaire économique très particulier où il faut maintenir quand même les inégalités, notamment la richesse des riches, sous-entendant que c'est ça qui fait la compétitivité, l'investissement, la créativité, etc. Chose, ma foi, contestable, mais mettons ça de côté. Ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'on voit que l'État s'est mis au service de financiers, d'industriels, du capital, mais avec très très peu de vision, j'ai l'impression. Et si on a cette perspective pessimiste, on peut se dire que vont devenir ces gens qui, d'une part, n'ont pas tellement eu l'occasion de développer des compétences professionnelles importantes, intéressantes, donc qui n'ont peut-être pas grand-chose à transmettre actuellement, en tout cas pas grand-chose à transmettre qui est valorisé, qui peut être intéressant pour le système économique tel qu'il est actuellement, et qui sont quand même une majorité. C'est vrai qu'il y aura toujours je pense, une poignée ou un peu plus de gens qui seront sur des créneaux porteurs. Mais je pense que par définition, ces créneaux-là seront pas nombreux. Et en fait, effectivement, on s'achemine peut-être vers une automatisation où on se passera de plus en plus peut-être de main-d'œuvre peu ou moyennement qualifiée. Ceci étant,
effectivement, la question peut se poser, comme disait Danfield, alors suicide, dépression ou insurrection et violence. On a presque l'impression que ce serait le risque insurrectionnel et violent qui pourrait entraîner une réaction, on va dire, plus humaine ou plus humanitaire. Moi, je vois là, en Haute-Savoie, par exemple, il y a effectivement des mesures qui sont prises par l'État pour gérer l'extrême précarité, la désinsertion la plus terrible. Mais en fait, dès qu'on passe un certain niveau, se pose le problème des emplois qui sont précaires, et puis surtout du logement, parce que en même temps, toute cette logique crée une pression foncière, et les gens ne peuvent pas se loger. Enfin, on arrive vite à des contradictions. Le système porte un tas de contradictions qui est extrêmement dommageable. Et du coup, là, on se dit, quoi? En fait, on a l'impression que justement cette menace de violence serait peut-être ce qui pousserait, on va dire, au moins pire, et qui serait de l'ordre. Je sais qu'ici, on n'aime pas trop ça, mais du revenu universel, sachant en plus un revenu minimum qui permettrait une vie à peu près digne, avec notamment aussi des loisirs et un accès à la culture pour ces gens-là, mais on a l'impression qu'il ne viendra pas de notre État, on a l'impression qu'il ne viendra pas forcément des industriels, des financiers qui dominent actuellement, on a l'impression que ces idées-là, elles sont à peine portées que par les GAFAM, quoi. Et pour l'instant, telle quelle, la perspective la plus, effectivement, qui paraît la moins désastreuse, semblerait venir paradoxalement, de ces gros consortiums qui sont parfois plus puissants que des États. C'est quand même préoccupant dans un sens. Quand tu évoques les GAFAM, d'ailleurs, c'est l'idée du revenu universel, c'est une idée de revenu qui est tout simplement c'est de l'économie, justement, et de l'économie à haut niveau, parce qu'on a deux leviers pour créer un produit intérieur brut solide: les exportations de nos productions, d'une part, et d'autre part, la consommation intérieure. Quand on se dit qu'on n'arrive plus à exporter suffisamment, comme tu viens de le souligner, Fred, on n'a pas énormément de domaines de productivité accrus. On a 3, 4, 5, et puis ça s'arrête là. Tous les gens ne sont pas disponibles, intellectuellement disponibles ou motivationnellement disponibles pour devenir ingénieur en robotique ou des métiers qui aillent dans le sens de ce dont les marchés vont avoir besoin prochainement au niveau des nouvelles technologies. Donc, l'idée du revenu universel, c'est un palliatif pour se dire au moins les gens pourront consommer. C'est déjà un moyen d'éviter l'écroulement du système économique, et tout le monde dans la pauvreté. Mais ce moyen qui évite à tout le monde d'être dans la pauvreté, c'est un moyen momentané, parce qu'à terme, déjà on le sait, il y a beaucoup d'expériences là-dessus. Il y avait une expérience à Philadelphie, on connaît avant les deux, d'ailleurs, l'expérience en Russie soviétique, où on a essayé ce genre de revenu, et les gens finalement se saoulaient parce que on aime bien être reconnu, être méritoire, être respecté, avoir le droit de s'exprimer, alors que si on nous donne un revenu comme ça, on n'a plus le droit de s'exprimer. Si on a créé une association, on nous dit tais-toi, t'es rien. On peut même plus dire je revendique pour, on n'a plus rien à revendiquer, et finalement on n'est que le chien qui attend la pâtée, et évidemment c'est insupportable, d'où l'alcoolisme qui s'en était à chaque fois, qu'en était la résultante. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est en effet de penser à après. Tout à l'heure, j'étais à un congrès sur ce qu'on appelle One Health, donc une santé pour tous. Et pour les animaux, pour les végétaux, pour l'environnement et pour les humains, bien sûr. Et l'un des deux présidents de ce nouveau cercle expliquait à un moment donné en petit comité qu'il fallait absolument mettre en place tout ça rapidement, parce qu'il nous disait, bon, lui il est médecin de formation, même s'il a quitté la profession ensuite, et il disait le problème c'est que la plupart des jeunes médecins ne pensent plus à une grande carrière, à servir un territoire, la ville, la région ou autre. Ils ne pensent que moi, mon argent, et puis c'est tout. Donc, je disais, c'est catastrophique. Il faut ramener les gens vers un sens commun, un sens de partage. Mais
En même temps, je lui ai dit, un petit peu pas d'accord, puis après il a réfléchi, il m'a dit oui, c'est que souvent, quand on pose une idée dans nos sociétés humaines, c'est au moment où ça va mal. C'est comme si notre conscience affleurait, s'éveillait au moment où justement ça sent la poudre, ça sent la catastrophe. Et donc, on ne peut pas réaliser la solution tout de suite parce que justement, on est en train de rentrer dans la catastrophe. Mais par contre, on peut aider ceux qui vont venir après, à la génération d'après. Alors il m'a dit oui, mais la génération d'après, ce sera trop tard. Bon, il y a du vrai aussi. Mais là, par rapport à ce que disait Fred, je conclus, c'est vrai que j'étais un peu long, excuse-moi Serge. Non, non, c'était juste pour dire qu'il on aura peut-être besoin d'une période de transition. Et moi, je suis pour un salaire, une aide le temps de cette période de transition, mais qui ne soit pas, qui ne devienne pas un salaire à vie, parce que là, on sortira, là, ça n'irait pas. Il faut redynamiser. Il faudra, comme tu le dis, redynamiser. Mais cette période de transition, elle est, elle est là parce qu'on va pas laisser des pauvres gens. Enfin, je dis des pauvres gens, on pourra. Et ce que je pensais tout à l'heure, c'est que nous ici, on ne sait pas, hein, on ne sait pas si finalement on ne sera pas mangé nous aussi par la machine à un moment donné. Donc soyons, il faut être humble. On n'en sait rien. Donc on pourra peut-être être comme Juliette plus tard ou être dans une déchéance parce que l'outil nous aura absorbé. Donc humilité. Mais il y a aussi peut-être quelque chose que l'on voit se développer, c'est une sorte de répartition sur des emplois plus précaires. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup je sais pas, il y a un quart de personnes qui, ces dernières années, sont passées en statut d'indépendant. C'est-à-dire qu'en fait, même les grandes et les moyennes entreprises, finalement, ne réalisent plus des contrats à l'ancienne mode, mais tout simplement font passer leurs ex-salariés en travailleurs indépendants, ce qui permet de quelque part de réduire les charges et en même temps d'avoir une certaine, du côté du travailleur, c'est la précarité, mais du côté de l'entreprise, ça permet une certaine souplesse qui permet des ajustements. Et paradoxalement, ça met en valeur les personnes qui, en fait, ont besoin de travailler et sont dans une logique voilà, de système efficient, ce qui n'est pas forcément très bon non plus. Mais par contre, je pense qu'il y a une vraie répartition, une vraie transformation, en fait, une transformation des modes des modes de relation entre la personne qui travaille et la personne qui donne du travail. Enfin, la personne, c'est pas la personne, c'est des entités. J'aimerais donner une anecdote vécue aujourd'hui et qui va dans le sens de notre discussion de ce soir. Ce midi, j'étais déjeuner dans une brasserie à Paris, à côté de mon travail. Et dans cette brasserie, eh bien, un serveur à la retraite, vient tous les jours travailler parce qu'il il n'a pas assez d'argent, sa pension n'est pas assez, assez grande pour qu'il puisse se nourrir. Il est obligé de venir travailler le matin. Ça, c'est inadmissible pour moi. Ça me rappelle ce qu'Angela nous avait raconté une fois, qu'elle avait été partie aux États-Unis et qu'elle avait été choquée de réaliser que les gens qui la servaient, c'était des vieilles dames ou autres, n'est-ce pas, Angela? C'est Angela? celui-là. Oui, j'ai entendu d'un fil. Oui, non, mais c'est vrai, quand je suis allée aux États-Unis, oui, c'était un peu choquant, mais après, euh, toutes les idées sont partagées, donc euh, moi, je me dirais, au lieu de critiquer ou de donner des avis négatifs, peut-être on pourra mettre en évidence ou dire comment on voit, nous, cette situation et comment on peut dire, comment l'État peut accompagner l'individu. À mon avis, je pense
que déjà le système est pas bon. Donc le système éducatif des petits, les enfants, ils sont mis déjà à l'école en compétition au lieu de coopération. Ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est aussi l'effet que aujourd'hui, le système français a créé trop de masters juste pour avoir un master. Au lieu de faire crescendo, je veux dire, avoir tout le monde, il peut avoir Bac+3, une licence dans un domaine, et au bout de 5-7 ans, suivre un master, évoluer petit à petit et arriver que tous les 5 à 10 ans, on peut dire tous les 10 ans, d'avoir des formations spécifiques pour évoluer dans la carrière. Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que les personnes qui sont formées il y a 30 ans ou 20 ans, ils ne sont jamais posé la question de se dire, bah, il faut que je me forme tout au long de ma vie. Pour moi, c'est ça un des problèmes où les gens, ils arrivent à 50 ans au plus, qu'ils se trouvent dans la précarité, c'est que c'est pas eux-mêmes, hein, c'est le système, hein, je veux dire. C'est le système qui ne les a pas accompagnés comme il fallait, parce que quand on voit au niveau du DRH, dans des structures, dans des établissements, les DRH, ils changent tous les ans. Donc, déjà, l'individu dans une entreprise, il n'est pas accompagné dans son évolution de carrière dans une entreprise. Mais aussi, d'un point de vue formation, moi, je pense qu'il faut vraiment que le système, ça change et qu'on arrête avec toute cette école privée de master qui ça sert à rien, que les gens, par la suite, ils tombent en burn-out parce qu'ils ne trouvent pas de travail qu'ils le font, parce que cette école toute privée, ils les font rêver en disant, vous allez être manager à 22 ans, ou 23 ans, ou 25 ans. Ça, c'est inadmissible d'entendre tout ça à des jeunes qui sortent des écoles et des masters, que ça sert à absolument à rien. Donc pour moi, déjà, il faut que le système, ça change. Il faut avoir un métier de terrain et par la suite suivre des masters, des doctorats et autres. Mais qu'il y a la formation et que ça qu'elle soit intégrée de petites écoles, hein, qu'ils le savent, que les étudiants le sachent, qu'à partir, je ne sais pas, tous les 10 ans, ils vont avoir une formation, je ne sais pas moi, aujourd'hui on les appelle MBA, ça peut s'appeler autrement, mais moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui à partir de 35, 45, 55, ils suivent un MBA pour pouvoir changer complètement de carrière ou rester sur un poste de manager, parce qu'une personne qui arrive à 50 ans, il n'a pas suivi des études qu'aujourd'hui on demande pour des postes de manager. Donc voilà, à mon avis, le système, il doit changer pour pouvoir accompagner chaque citoyen, mais ça doit commencer à l'école ou au lycée, mais pas quand la personne il arrive à 50 ans, qui ne sait plus comment aller ou où aller et qui n'est pas vraiment accompagné. Donc, la vie associative, c'est important. Nous, les associations, on peut donner des idées, mais c'est vrai que ça doit partir de l'État, tout ça. Ça doit partir de l'État de mettre un système cadré et qu'il n'y a pas de choix, comme ils ont laissé faire avec tous ces tenues à l'école. Chacun, il va comme il veut. Donc, moi, je suis très content que l'uniforme, ça revienne à l'école, par exemple. Ça va mettre un cadre à l'école, qu'il n'y a pas de différence de classe sociale à l'école. C'est inadmissible. Donc, voilà, donc l'État doit mettre en place un cadre avec une évolution professionnelle entre 20 à 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60. Et à 60 ans, les gens, ils deviennent conseillers. Donc, c'est ça, c'est à mon avis, voilà, c'est juste mon point de vue. Et en plus, en reprenant aussi ce que disait avant toi, Angela, Stéphane, c'est vrai qu'on peut en effet avoir des sociétés qui dynamisent les gens dans des activités, et on peut même penser que par rapport à ce qu'avait dit un petit peu avant encore Serge, la notion de passer du salariat au mutualat, d'une société de salariés à une société de mutualés, on peut penser aux grandes banques. Les grandes banques d'affaires, elles ont ce qu'on appelle des
des associés gérants qui sont solidaires les uns des autres, qui sont mutualisés, et ça évite les pertes, ça évite les catastrophes. Et si on avait une société comme ça, on aurait des gens qui, juridiquement, seraient comme des fonctionnaires, seraient garantis mutuellement les uns avec les autres, et donc on n'aurait plus les risques d'effondrement, d'autant plus si, comme tu viens de souligner, Angela, l'État prend ses responsabilités, cadre les gens. Comme tu disais, c'est vrai que l'une des bases de la République et de la démocratie laïque, c'est justement l'égalité. Alors, quand il y a un très riche et un très pauvre dans la même école avec des habits différents, déjà, il y a une catastrophe. Donc, absolument d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il faut avancer dans cette direction. C'est une bonne mesure à proposer. Alors, je me tourne vers notre président, Constantin, comment relancerais-tu, parce que c'est toi qui es parti de cette femme sans son Roméo, Juliette, qui donc perd son emploi dans une situation catastrophique. Angela a reparlé de gens, en effet, qui à 50 ans, n'ont pas eu cette culture qu'on trouve plutôt chez des gens de 40 ans maintenant et plus jeunes, la culture de se dire, entraînons-nous à rebondir. Mais avant, c'était pas la mode, on va dire. Ah, ah. Tu me poses la question à moi, Denfield? Moi, Je te j'ai une pose la question, réponse très claire sur ce comment tu sujet-là. à peu près tout ça? Comment ça pourrait aller? Quel serait ton rôle? Déjà, premièrement, c'est d'anticiper. On sait très bien, enfin, on n'a pas tous la même sensibilité, c'est pas vrai. Mais on a une certaine sensibilité dans mon métier, dans le mien, hein, et dans l'informatique, on voit bien les choses changer quasiment tous les ans, ça change tout le temps. Et bien entendu, la capacité humaine à apprendre de nouvelles choses ou de nouveaux procédés, de nouveaux langages de programmation, de nouvelles technologies, bah, c'est à la fois prenant, intéressant et fatigant. Euh, et au final, en fait, ce sont des nouvelles technologies, mais l'expérience, je reprends les termes de Serge, c'est que l'expérience, elle ne sert pas à comprendre la nouvelle technologie, mais plutôt à bien l'utiliser ou organiser en tout cas son déploiement ou sa formation, etc. Mais au final, on a l'impression d'avoir jamais rien appris, en fait. En tout cas, moi, dans mon métier, c'est comme ça. Et, euh, et puis, on a l'avènement de technologies comme l'intelligence artificielle, ChatGPT, où finalement, en fait, non seulement on va répondre à toutes nos questions via des algorithmes qui vont mouliner. Alors, je ne sais pas où ils trouvent la connaissance, hein, mais finalement, en fait, la connaissance vient des hommes ou des écrits ou potentiellement de données qui sont déjà de qualité. Et de l'autre côté, on a un système qui est capable de générer des images, des vidéos, de la musique, selon des demandes, des besoins auxquels finalement, en fait, on a juste besoin de demander, en fait, de proposer un besoin. Enfin, on a une demande et le système nous répond. Et ensuite, on dispose de l'information. Et ensuite, on peut continuer sa création. Donc, ça devient un outil de création. Peut-être qu'à la fin, en fait, on ne créera plus rien. Donc, j'en reviens à ta question. Donc, finalement, en fait, on sent bien que dans certains métiers, en fait, les choses sont en train de se transformer. Donc, ayant pas encore atteint, en tout cas, un âge avancé, encore à 50 ans, on est encore jeune, hein. On peut très bien envisager, par exemple, de changer en fait de direction, de choisir d'aller vers un autre métier, un métier qui potentiellement a la possibilité de nous donner de l'emploi. Alors que dans le métier où on est actuellement, on sait très bien qu'un jour ou l'autre, ce métier disparaîtra.
Et alors là, forcément, aujourd'hui, on a la possibilité de se former, on a le CPF, hein, Traduis-nous ce et style bizarre. le CPF, Hmm. Formation Contrat professionnelle. c'est la professionnel. formation, enfin, c'est les droits à la formation professionnelle, mais avant, ça s'appelait les DIF. Je trouvais que plus clair. DIF, c'est droit individuel à la formation. C'est beaucoup plus clair. Qui voulait dire j'ai le droit de me former, même si potentiellement mon employeur n'a pas forcément envie de me former. C'est des droits individuels, c'est des droits auxquels dont je peux disposer pour peut-être transformer transformer, me reconvertir par exemple. Mais par contre, il y a un problème. Il y en a plusieurs même, actuellement. Si on va dans ce sens-là ensuite, je vous laisserai en tout cas parler, ou en tout cas revenir vers moi ou échanger. Et déjà, premièrement, depuis quelques jours, il y a un reste à charge de 10%, alors qu'avant, on pouvait disposer complètement du budget. Alors, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, hein, parce que ça fait depuis des années qu'ils en parlent de puiser, en tout cas, dans cet argent, alors que la Caisse des dépôts et des consignations, je pense que c'est de loin l'organisme qui est le plus riche de France, et qui ne fait absolument rien, hein, d'ailleurs, de plus que consigner l'argent. Et potentiellement maintenant, le tout un chacun, non seulement c'est compliqué de se former, en plus d'avoir un métier, déjà trouver un job, c'est compliqué. Si on en a déjà un et que potentiellement on se dit que demain, peut-être il n'existera plus et qu'on a envie de se former à autre chose, et ben c'est compliqué parce que potentiellement, on doit faire ça sur ses heures de travail. On ne peut pas s'arrêter. Alors je sais qu'il y a des congés, il y a plusieurs processus, mais ils sont méconnus de tout le monde, en fait. Personne n'en parle dans les sociétés, comme quoi on peut prendre un congé pour une reconversion ou pour une formation. Mais de toute façon, peu importe le processus, on a l'impression que tout est compliqué. Alors que normalement, l'État devrait favoriser ça. Alors que là, clairement, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que finalement, tout à l'heure, tu parlais, Angela, des organismes de formation, les masters, les machins, qui finalement, en fait, vont aller quelque part collecter les fonds de formation de certaines personnes juste pour gagner de l'argent. Et au final, en fait, ça donne rien. C'est même pas certifiant, ça permet pas d'accompagner la personne dans un nouveau métier, etc. Et puis, de l'autre côté, l'État qui, justement, dit: «Aujourd'hui, on va vous prendre 10% de reste à enfin, il y aura 10% de reste à charge et peut-être demain, il y aura 30%», pour obliger les gens à dépenser leur argent, justement, auprès d'organismes qui leur donnent rien. Donc en fait, pour moi, ce qui s'est passé dernièrement, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup altéré. Et je pense que, Danfield, tu me posais la question, comment faire? C'est exactement en utilisant ces fonds-là pour que les gens puissent justement transformer leur métier. Mais aujourd'hui, l'État fait exactement l'inverse. C'est justement dissuader les gens. Alors, en fait, la Caisse des dépôts et consignations, c'est en effet, comme tu le dis, une sorte de trésor public, non dit mais réel. Et quand il y a eu la crise des subprimes, la crise de 2008, eh bien, à ce moment-là, les banques qui étaient en train de risquer de s'effondrer se sont tournées vers les compagnies d'assurance et de réassurance. Et là, les assureurs et réassureurs ne vont pas donner de l'argent comme ça.
on veut bien vous sauver, vous les banquiers, mais en échange, on a quoi? Et c'est là que l'État a utilisé le Trésor, donc tout ce qui est thésaurisé dans la caisse des dépôts et consignations, pour dire, société d'assurance et de réassurance, on a tout ça pour vous, aidez les banques. Sinon, ça aurait été une horreur absolue. Les gens qui ont payé la moitié de leur maison ne peuvent pas payer la suite, plus d'argent, allez, on prend la maison et tu recommences ta vie à zéro. L'enfer absolu. Donc, à mon avis, la problématique, elle n'est pas dans ce que tu viens de dire, elle est plutôt dans le temps. Enfin, c'est un petit peu ce qui a été dit notamment par... il y avait Serge, il y avait Stéphane, il y avait même Fred qui en ont parlé. Et d'une certaine manière, Angela, parce que quand elle nous classait les étapes dans la vie d'un être humain, parce que là, on est sur la réponse individuelle, et ce qui est intéressant, c'est aussi Angela qui nous invitait à penser la réponse d'État, voire la réponse supranationale au niveau d'un État européen, enfin un supra-État européen, si on était. Et il est vrai que la problématique, à mon avis, elle est en deux temps. C'est-à-dire que d'un côté, les gens qui gèrent un pays comme la France se disent « Ouh là là, d'un côté, on a énormément d'emprunts, de l'autre côté, on va nous tomber dessus, à la moindre catastrophe, on s'effondre. Donc, il ne faut pas avoir trop de dettes, il faut donc qu'on ait thésaurisé. Donc, ce que tu viens de dire à l'instant, Constantin, on va prendre de l'argent ici et là, allez, 10%, 30%, parce qu'on se crée cette sorte de bouclier, de fonds de garantie. S'il y avait un problème, attendez, nous on a tout ça, ne nous touchez pas, l'État français est solvable. Bon. Mais en même temps, là je serais complètement d'accord avec toi, c'est que il faudrait presque, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, avoir une telle anticipation sur 30 ou 50 ans qu'on puisse se dire, à la fois on crée une réserve solvable et à la fois on a un moyen d'avancer. Par exemple, concrètement, le dogme de l'Union européenne, il est fondé sur, c'était Jean Monnet qui l'a mis en place, comment éviter une guerre et ses atrocités. Il y a une solution, on évite ce qui a causé la Seconde Guerre mondiale, qui était la crise économique de 1929. Bon. Mais comment éviter ce genre de crise? D'où vient-elle? D'une inflation énorme. Et déjà, après 1914, on se rappelle de la crise en Allemagne notamment, 1923, avec une surinflation. Les gens qui étaient avec une brouette et fallait 1000 Reichsmark pour avoir un centime. C'est une sorte de fou. Donc, il faut bien comprendre que d'un côté, donc, on a eu cette période, ces difficultés, ce monde donc, où il fallait se dire on va avoir les fameux critères pas plus de 3% de dépassement des critères de Maastricht dans les pays de l'Union européenne. Puis soudainement, là, période Covid, on découvre la Banque centrale européenne qui dit « Allez, on fabrique de la monnaie. Allez, prenez. » Ils ont complètement oublié ces dogmes protecteurs. Mais en même temps, s'ils n'avaient pas agi de cette façon-là, plein d'entreprises se seraient effondrées. Autre catastrophe, ou peut-être catastrophe bien pire. Et pour les entreprises, qui nous parlait tout à l'heure c'est Stéphane, oui, de moyens de sauver les entreprises, quitte à précariser momentanément les gens qui travaillent dedans. C'est délicat, c'est un peu du portage salarial, mais c'est peut-être en effet palliativement une solution. Mais cela dit, ce que disait Constantin, en effet, c'est une vraie problématique parce qu'il faudrait à la fois donc, trouver le moyen rapide de sauvegarder tout, d'aider les gens et en même temps se dire on a une réserve énorme parce que ce qui va nous tomber dessus dans pas longtemps, c'est maintenant il faut rembourser les dettes. Humblement, je ne sais pas si j'étais à la tête du gouvernement de la France ou d'un pays comme ça, comment gérer. Donc, je reviens sur la question d'Angela qui disait essayons de réfléchir à des solutions, mais c'est dur. Je vous laisse la parole, Constantin aussi. La question d'Anfield est assez complexe, parce que finalement, si tu laisses pas les personnes, enfin, potentiellement, est-ce que c'est à l'initiative de la personne
Finalement, moi, par exemple, j'ai envie de... Je ne sais pas si je vais me reconvertir dans la pâtisserie, hein, pour ceux qui me connaissent. Mais il faut bien que j'essaye. J'ai une quarantaine d'années. Je me dis que mon énergie, elle est, enfin, en tout cas pour des métiers physiques, comme la pâtisserie, hein, c'est maintenant ou jamais. Mais de l'autre côté, j'ai quand même beaucoup d'activités et je me pose la question, je me suis toujours posé la question, ben, dans quel monde on laisserait des personnes arrêter leur travail pendant 2 ans pour se former sur quelque chose de nouveau et finalement se reconvertir à autre chose. Aujourd'hui, je m'arrête pendant un mois, enfin je m'arrête pendant 6 mois avec, avec les moyens que j'ai, d'accord? C'est compliqué et heu et je pense pas être le moins bien loti. Donc je pense qu'à mon avis, c'est quasiment impossible. Donc voilà. Ensuite, de l'autre côté, je rebondis aussi sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Danfil. L'histoire, des personnes âgées qui travaillent. Il y a une personne que je connais, là, pour le coup, je vais pas l'appeler Juliette, et je vais l'appeler ma maman, donc qui est pharmacienne. Les pharmaciens, il y en a quasiment plus. C'est une denrée rare en ce moment. Ma mère a décidé de recommencer à travailler, parce qu'elle est à la retraite, au moment, du covid, parce que c'est sa vocation et cetera. Et avec le temps, bah, il y a eu, beaucoup d'éléments qui sont produits au niveau des retraites, essentiellement, les impôts complémentaires, sur la retraite, la diminution, des retraites, viennent puiser n'importe où, en tout cas de l'argent, essentiellement, chez les retraités. Donc, ma mère est passée de, «C'est une vocation» à «Ça devient une nécessité». Donc elle travaille actuellement parce que, alors elle m'a expliqué même une autre chose, hein, encore plus, c'est-à-dire mon père a été salarié pendant toute sa vie. Ma mère a été pharmacienne, donc dans le milieu, en tout cas de la profession libérale et donc ma mère a une très, très petite retraite, puisqu'a priori, même si elle a cotisé pendant des années au régime, libéral, potentiellement, en fait, bah, elle a une très, très petite retraite. Si mon père disparaît, les pensions de réversion ont été extrêmement diminuées. Donc en fait, c'est un autre sujet, hein, mais le cas de ma mère, c'est pas le cas d'une personne de 50 ans, c'est le cas d'une personne retraitée, une personne qui n'est pas censée travailler. Voilà, donc et aujourd'hui, elle travaille parce qu'il y a pas assez de personnes qui peuvent suppléer à la profession et d'autre part parce qu'elle en a besoin. Donc vraiment, on se marche sur la tête, hein, voilà. Voilà. Oui, Serge en a parlé avec Angela, Ouais. et c'est vrai que là, on n'a pas de solution. C'est, comme tu dis, à la fois, il faut se dire, préparons un monde où on puisse aider chacun à avancer selon ses vocations et selon les besoins des marchés, les avancées des nouvelles technologies, mais en même temps, c'est pas le moment puisque ceux qui essaient de s'en sortir n'y arrivent pas et on est toujours dans une problématique entre individus et collectivité. Et comment la collectivité peut aider des individus, à part leur dire débrouillez-vous, mais bon, au bout d'un moment, c'est plus possible et c'est de moins en moins possible. Donc, il faut revenir à la notion d'accompagnement, en effet. Ah, Stéphane, je vois que tu parles, mais on ne t'entend pas. Tu n'as pas appuyé sur le. Oui, en fait, par rapport à l'accompagnement, moi j'ai une expérience au CNAM pendant une dizaine d'années. Alors, traduis-nous ces mots bizarres.
CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. Donc c'est une école, on pourrait dire, qui est plutôt tournée vers la formation professionnelle où tout citoyen, quel que soit son niveau d'études, peut étudier. Par exemple, il peut devenir ingénieur par la voie de la formation continue. Enfin, c'est un organisme qui est l'illustration de de l'idée de la République, d'une égalité des chances pour tous. Et par rapport à ça, par rapport à cette institution-là, ce que j'ai remarqué, c'est que le tutorat fonctionne très bien. C'est-à-dire que à partir du moment où on met un effort sur l'encadrement d'une personne, mais d'une personne singulière et particulière, si par exemple on lui met pendant 1 an ou 2 un tuteur qui a une vraie allocation pour aider la personne et qu'on travaille sur la motivation personnelle et singulière de la personne, on a des personnes qui sont capables tout à fait d'effectuer des vraies reconversions professionnelles sur la base de leur propre motivation. Et à mon avis, la question, c'est plutôt ça, c'est-à-dire, c'est pas, moi, je suis pas forcément pour les histoires de revenus universels. Par contre, que tout le monde ait à manger, oui, mais par contre, aller dans le sens de la singularité, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on a des machines, des systèmes d'information, des IA qui sont tout à fait capables d'adresser chaque personne dans sa singularité, mais elles ne sont pas utilisées comme ça. Elles sont utilisées sur un modèle industriel de multiplication de gens normés, alors qu'en réalité, ce qui marche, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est de la personnalisation, l'accompagnement personnalisé et de l'évaluation personnalisée pour que chacun trouve son talent singulier. Et en réalité, on fait exactement, excusez-moi pour le faire, hein, mais on effectue exactement la démarche inverse. C'est-à-dire on a des moyens absolument colossaux en termes d'information et de technologie, mais il y a un manque de lucidité et d'imagination sur le projet politique de société qui serait capable justement d'articuler des personnes qui sont différentes. Et ça devient un vrai problème. Ça devient un problème qui comment dire ça, qui apparaît devant nos yeux avec des histoires d'un côté, on ne trouve pas de personnes compétentes. Tu parlais des pharmaciens ou des pharmaciennes. C'est pareil pour, je sais pas, les plombiers. Et puis d'un autre côté, on a des gens qui sont super intelligents, qui font Sciences Po et qui sont très intelligents dans les discours et qui finalement n'ont aucune perspective sociétale. C'est-à-dire, et on le sait. Et donc on a un espèce de système qui à mon avis n'est plus capable d'articuler l'individu et le collectif. Et je pense que c'est le système politique qui est défaillant. C'est le système politique qui est hérité d'une situation qui a été analysée il y a 50 ans et qui aujourd'hui n'est plus la même situation. Donc ça veut dire que la première action, c'est de réformer le système politique, mais ça veut dire que c'est plutôt aux individus de se réformer eux-mêmes et de se constituer en réseau, parce que le système actuel, il est plutôt dans une logique de pompier, comme je le disais auparavant, et il est entré dans un stade où c'est le dinosaure qui meurt, mais qui entraîne avec lui ce qui est autour. Donc il peut aussi avoir commencé à générer un pouvoir de nuisance. Donc je pense au système, plutôt au système parallèle. Il faut construire, il est nécessaire maintenant de construire des systèmes en parallèle.
Qu'est-ce que Et tu des dis en systèmes C'est locaux, des juste- systèmes beaucoup plus locaux, c'est-à-dire des systèmes à échelle humaine, c'est-à-dire des gestions, comment dire, locales, c'est-à-dire à l'échelle d'une, je sais pas, d'une ville, et de se désengager du système global qui finalement génère plus de problèmes que de solutions. Il peut y avoir Plus qu'en fait, le fait qu'en plus, il n'est pas, il devient incompétent, c'est-à-dire qu'il dépense l'argent de chacun de nous euh, de façon complètement absurde. Enfin, pas pour tout, hein, j'exagère peut-être, mais c'est mon sentiment. Hein. Et Angela, tu voulais dire? Oui, non, je voulais juste compléter ce que Stéphane a évoqué. Moi, je voulais donner l'exemple d'une personne de l'âge de 45, 48 par là. Une personne avec beaucoup d'années en chômage, fumée de herbe et autres, donc une personne qui n'était pas très bien dans sa peau, on peut dire ça, et c'était une personne, on peut assister par la société. Et elle a suivi une formation au CNAM, c'est pour ça que je voulais compléter le propos de Stéphane. Et cette personne, finalement, en suivant une formation au CNAM, elle s'est trouvée à faire son stage au sein d'un ministère. Et aujourd'hui, donc, dès qu'elle a fini déjà ses études au CNAM, elle a été embauchée par ce ministère. Donc, tout ça pour dire que effectivement, quelle que soit la personne, si suit le bon Oui, schéma, le bon parcours professionnel et de formation, peut-être pourra trouver un métier, mais absolument. il a absolument besoin d'être bien accompagné. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand je me répète, il y a des écoles bidons, voilà, qui promettent à des Oui, gens tout. c'est pas Et un marché. c'est un marché. Un être humain, c'est pas un marché, quoi. C'est pas, Voilà, C'est pas une exactement. marchandise, oui, c'est ça. pas une Exactement. marchandise. Et donc, c'est pour cela que cette forme de tutorat et d'accompagnement, c'est très important et que, voilà, que l'État ne permette pas à toutes ces écoles qui ne servent à rien d'exister. Est-ce que on va vers une conclusion pour ce débat ou est-ce qu'on n'a pas du tout trouvé de réponse à comment donner la possibilité à des seniors expérimentés de 50 ans et plus, mis à l'écart, de rebondir, de continuer de travailler pour vivre dignement? Là, on vient de parler de dignité, mais à part peut-être, oui, justement, développer des CNAM, des conservatoires professionnels et professionnalisants et accompagnants un peu partout. Et à partir de là, eh bien, ça permettrait à des gens, alors, s'il faut, en continuant de leur donner un revenu minimum pendant le temps de la formation, par exemple, et donc c'est dans le sens de ce qu'ont dit Fred et puis Serge, et puis ensuite, eh bien, les amener selon les besoins des marchés, et donc enrichir les nouvelles technologies. Ça rebondit sur ce que tu disais aussi, Constantin, puisque tu disais, il faut toujours, surtout dans des métiers tels que l'informatique, la robotique et autres, tout le temps suivre, et même je dirais en génétique, puisque j'étais avec des gens dans ce métier-là tout à l'heure, c'est sans arrêt apprendre, 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 et au bout d'un moment, ça devient une gymnastique habituelle, donc tout va bien. Et pour les gens de plus de 50 ans, de maintenant, c'est peut-être délicat, mais pensons en effet, c'est peut-être une piste de solution, de conclusion. Je vais vous laisser les uns les autres parler, bien sûr, et Constantin clore mais, le débat, mais peut-être, oui, c'est à partir du moment où il y aura je reviens d'ailleurs dans ce qu'a bien dit, très bien dit Angela, le fait de penser l'éducation dès les petits-enfants, leur mettre dans la tête que on est dans un monde où c'est comme un plaisir d'apprendre tout le temps et de s'essayer à ceci, à cela. Et donc ces gens-là, qui ont 6, 8 ans, 10 ans aujourd'hui, eh bien quand ils auront 50 ans, au lieu de se dire ah, j'en peux plus, c'est affreux, se diront mais non, c'est simple, je continue à apprendre et peut-être qu'on aura justement booster, si je ce terme, dynamiser en français donc notre cerveau pour rester beaucoup plus
neuroplastique, beaucoup plus dans la jubilation de s'entraider, s'entraîner. Et ça implique, en fait, le mot est bien lancé, l'entraide, ça implique l'accompagnement, ça implique la mutualisation, ça implique une forme de fraternité, prenons un grand mot de la République, mais qu'il faut pratiquer. Oui, ça implique un suivi, comme le disait, je ne sais plus qui a dit que, je crois que c'est Angela, hein, qui a dit que les DRH, Les directeurs des ressources humaines, directeurs des ressources humaines, ne restaient pas, donc c'était 1 an, 2 ans, donc il n'y a aucun suivi pour les collaborateurs, donc ça devient, effectivement, auparavant, il y avait l'entreprise, on était l'entreprise, on vivait l'entreprise, on rentrait à l'entreprise à 25 ans, on sortait de l'entreprise à 60 ans, ou alors plus, et puis l'évolution, elle s'était créée dans l'entreprise. Il y avait une culture de l'entreprise qu'on a perdue. Et toi, souvent, tu répètes souvent l'exemple de Ford, d'Enfield. Et voilà, tout ça, ça s'est malheureusement perdu. Alors, c'est peut-être aussi, il faut recréer des liens avec l'entreprise qu'il n'y a plus, mais on parlait de marché tout à l'heure. Effectivement, est-ce que c'est encore possible ce retour en arrière? Est-ce que c'est encore possible de créer ces liens forts entre le collaborateur et sa société, qu'il soit heureux dans sa société, euh, utile. oui, je dirais oui, parce que je rebondirais sur ce que disait Stéphane un peu avant, justement, et qui m'avait amené à revenir sur le principe des associés gérants dans les grandes banques d'affaires. En fait, il est possible d'amener des individus à être de plus en plus comme leur propre patron, ce qui peut paraître paradoxal. On va dire, mais alors, ils sont complètement dissociés de l'entreprise, je peux travailler pour celle-ci ou pour celle-là. Mais en même temps, au bout d'un moment, quand on commence à leur dire, on mutualise, donc il y a une entraide, si tu t'effondres, on va t'apporter de l'argent pour repartir. Donc on est tous solidaires. Si on arrive à installer ce système qui existe dans les grandes banques d'affaires, donc c'est tout à fait jouable. C'est finalement une sorte de, je le disais, de système de fonctionnalisation juridique. Les gens deviennent comme des fonctionnaires par cette mutualisation. Et à ce moment-là, ils sont reliés à leur entreprise. Leur entreprise, elle ne fonctionne plus simplement dans un mode égoïste, mais dans un mode quasiment comme État. C'est comme si, c'est un peu bizarre ce que je veux dire conceptuellement parlant, mais c'est comme si on n'était plus dans l'entreprise qui garde son capital pour elle-même. On n'est plus non plus en face avec l'État, puisque tu évoquais Henry Ford quand il avait rencontré John Keynes, et qu'on était dans un modèle keynésien, justement. L'idée, c'était fabriquer des voitures à un bas tarif et offrir à vos ouvriers de pouvoir les acheter en 5 ans de paiement. Évidemment, les ouvriers vont être tellement contents qu'ils vont pouvoir dire à tout le monde, regardez, j'ai une voiture Ford. Bon, bien, le principe, il est exactement le même. Si on arrive à tout considérer selon ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'à la fois, l'entreprise reste une entité qui génère du capital, mais en même temps, elle sert pas l'assurance qu'elle donne aux gens qui travaillent dedans, qui deviennent donc finalement mutualés par un entraînement de sécurité mutuelle, comme dans les grandes banques d'affaires, disais-je. Eh bien, à ce moment-là, c'est plus l'entreprise face à l'État, on dirait le libéralisme face au keynésianisme, mais c'est une fusion des deux. Et au bout d'un moment, l'entreprise, tout en étant privée, générant du capital et des bénéfices, voire des profits, en même temps sert le système général, et l'individu n'est plus une marchandise, il est protégé. Donc on a synthétisé les deux parties antinomiques. Moi, j'ai une idée par rapport au niveau des propositions, parce que, par exemple, là, je connais une association qui a plusieurs membres qui sont des tuteurs pour des étudiants ou des jeunes de banlieue en précarité. Alors, l'effet qu'ils se mettent, qui sont des tuteurs pour ces jeunes, et bah, ces jeunes, finalement, ils comprennent un petit peu comment fonctionne la société, comment ils doivent se comporter,
et il y a des très belles surprises. Et donc, moi, je me dis que peut-être par rapport à des personnes qui sont au-delà de 50 ans, qui se trouvent en précarité, qui se trouvent sans travail, qui se trouvent voilà, dans des situations un peu difficiles, peut-être que l'État, mais ce n'est pas seulement l'État, mais aussi les associations, tous citoyens confondus, qui arrive à un certain âge, au-delà de 60 ans, qui a suivi des études, des grandes études, par exemple, de ENA, Sciences Po, ou qu'il a un vrai réseau, donc qui intègre une communauté, on peut dire, une communauté des personnes qui peuvent aider les autres pour être genre tutorat à partir de 50 ans. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont un certain âge, qui ont suivi des études, qui ont un réseau très important, qui peuvent aider les autres pour se réintégrer dans le marché du travail. Donc, il n'y a pas uniquement de tutorat pour des jeunes, mais aussi pour des personnes plus âgées. Mais par exemple, au CNAM, moi, j'ai eu des étudiants qui avaient de 23 à 60 ans. Et le tuteur, il a un rôle autant pour la personne qui a 25 ans que la personne qui a 60 ans. Après, ça change un peu de posture au sens où finalement, des fois, c'est des rôles de conseiller conjugal, des fois, c'est des rôles de pointage pour trouver un réseau pour que la personne soit embauchée, puis des fois, c'est des déblocages uniquement psychologiques, mais en fait, chaque personne, ce que j'essaye de dire, c'est que chaque personne a ses propres freins et ses propres verrous qui font que elle ne trouve pas d'emploi ou elle n'est pas heureuse dans sa vie ou elle a quelque chose qui l'a fait changer de trajectoire. Mais par contre, c'est peut-être un cas spécifique dans le sens où au CNAM arrivent des personnes qui sont dans une volonté de changer, en tout cas d'effectuer un deuil entre la première partie de leur vie et la deuxième partie de leur vie, ou la troisième ou la quatrième, mais il y a une vraie motivation qui est là, qui est chez quasiment toutes les personnes qui arrivent à cet endroit-là. Donc là, ce que je souhaite dire, c'est que finalement, c'est pour ça que la question, elle est plutôt dans la détection ou la construction d'un système qui est capable d'accueillir l'individu dans sa spécificité et dans sa personnalité, pour peut-être tout simplement lui permettre par exemple de prendre une année sabbatique pour un, et puis l'autre peut-être de le mettre au travail avec des jeunes, je ne sais pas, dans le sud de la France, mais il y a un vrai challenge à mon avis de détection de la motivation de la personne à un stade spécifique de sa vie et par rapport à son caractère. Et c'est ça, c'est à mon avis ça qui est important. C'est la remise en route d'une vie qui est en stase. Alors moi, c'est comme ça que je le ressens de plus en plus. Par rapport au travail que j'ai fait pendant 10 ans, maintenant, je le ressens comme ça. Et ça fonctionne. C'est ce que je veux juste dire, c'est que c'est un peu comme l'intervention d'Ethel qui disait que dans les centres de comment s'appelle l'association protectrice de la jeunesse, on peut rattraper des gamins qui sont limite délinquants si on a le savoir-faire et un peu de personnel. En fait, on y arrive. Donc c'est pas le problème, il est plutôt de décider de quelle est la stratégie qui marche ou qui ne marche pas à partir des expériences qui sont déjà constituées dans les institutions françaises. Dans les institutions françaises, il y a des compétences incroyables qui sont
sont cachés ou qui sont dans des spécialités. Mais sauf que le système, il a plutôt tendance à globaliser et à couper en fait ce qui marche, c'est-à-dire qu'il grignote ce qui est performant. Au CNAM, c'était le cas. Les instituts qui fonctionnaient bien, qui étaient autonomes, ils les ont réagrégés et aujourd'hui, ça fonctionne plus. Donc ça c'est la logique de l'administration c'est pour ça que ces idées d'une centrale, par exemple, qui organiserait de façon centralisée la distribution des postes et tout, moi je suis pas forcément pour, parce que je pense qu'il faut que tout ça soit très très local, Oui, très proche des gens. C'est-à-dire il faut que ça soit les gens qui décident, qui sont très près que les gens des décisions soient ceux qui connaissent ce qui est décidé et non pas quelque chose en supervision très loin qui aurait soi-disant une vision globale. Ça fonctionne absolument pas. Enfin, ça fonctionne pour des gros investissements, mais pas pour ces choses-là qui sont très délicates. Mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. Hein. Non, mais c'est évident, on en a discuté par ailleurs, mais c'est évident qu'il faut penser en termes de territoire. Donc il faut prendre la hiérarchie et se dire, il y a l'échelle nationale, enfin même supranationale, l'échelle nationale, l'échelle régionale, et en dessous, l'échelle départementale avant d'arriver à l'échelle locale. Et en effet, il peut y avoir des gens qui orientent les plus jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, à tous ces niveaux. Et comme tu l'as dit, il y a des activités où, pour le plombier, je pense que ça peut être à l'échelle locale, tout simplement, sans aller chercher, alors que pour un manager de grand groupe industriel, ce sera plus à l'échelle internationale, c'est logique. Mais donc, oui, et Fred qui ne dit pas grand-chose là, est-ce que tout ça te paraît convenable? Est-ce que tu aurais des rebonds qui viennent de se dire à l'instant ou avant? Simplement, ça me fait penser qu'il y a eu effectivement des propositions de réforme, on va dire, dans le système tel qu'il est, et puis on a envisagé des progrès dans un système rénové avec le Mutuala. Ça me semble être deux choses quand même assez différentes, avec évidemment cette difficulté de comment est-ce qu'on pourrait arriver à passer au Mutuala. Mais effectivement, je retiens aussi cet aspect de mutation dans la manière de s'aborder les uns les autres, entre la concurrence et la coopération, et dès le plus jeune âge. Et voilà, moi, je pense qu'il y a une question historique là derrière aussi, c'est-à-dire comment est-ce que on passe de l'un à l'autre, ou on met l'accent plus sur l'un ou sur l'autre. Je sais qu'il y a un mélange à la fois de lutte sociale et de contradictions internes du système qui font que ça peut plus ou moins se réguler. Je pense en particulier parce que je lisais un roman qui se passe dans les années, au début du XXe siècle, en fait, dans les abattoirs à Chicago, ça s'appelle La Jungle. Et on voit à la fois des aspects, c'est hallucinant, hein, vous imaginez bien la misère et tout ça, la prostitution. Et c'est un roman qui a eu un effet, hein, qui a eu un effet social et tout ça, mais on voyait à la fois des contradictions internes du système qui le rendaient quasiment intenable, parce que il y avait vraiment, vraiment des conséquences sociales et du coup aussi politiques, ou même en termes de force vive de la nation. Mais en même temps, il y avait développement d'un mouvement social. Et puis, mais sur une base à ce moment-là, il y avait assez peu de limites finalement. Donc il y avait une sorte de naturalité d'énormes inégalités et du fait qu'on taxe peu ou que l'État intervient un peu. Donc c'est vrai que ça, c'est intéressant de voir quelles sont les forces en présence et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est plus ou moins toléré d'avoir une imposition importante et un État qui intervient. Qu'est-ce qui fait qu'à d'autres moments, c'est plus du tout bien vu, et mettre ça en perspective avec effectivement ce qu'il y a réellement comme droits sociaux à un moment donné.
Et donc de voir ces espèces de ces trois corps, en fait, à la fois cette infrastructure économique et ces dispositions juridiques, l'état du mouvement social et de la lutte sociale, et puis l'état dirais-je, des acquis sociaux, on va dire, ou des mesures sociales en présence, et voir comment tout cela tourne, je pense que ça peut être intéressant aussi. Voilà. Ouais. Belle synthèse et rapport à l'histoire extrêmement enrichissant. Et en effet, la question que tu poses, finalement, oui, entre les extrêmes, entre les positions keynésianistes et les positions libérales, keynésiennes et libérales, oui, c'est en effet une énorme c'est qu'un peu la balance d'Ashby en termes de sciences de l'ingénieur, c'est une balance, mais c'est pas la balance de Roberval qui bouge sans bouger. La balance de Ashby, elle glisse en même temps, et soudainement, le poids est différent, et finalement, elle va reglisser, et on est dans un système très, très mobile. Et en effet, je pense que le paramètre principal, c'est ce que disait Stéphane, c'est l'individu. Si on arrive à écouter les changements de besoin de chacun, en les adaptant, alors c'est là toute l'équation difficile à réaliser, en les adaptant à ce qui est besoin à telle ou telle époque. Et comme tu viens de le dire aussi, Fred, les époques changent pour la société. Parce que nous dirait d'autres, peut-être Constantin, un rebond, ou alors le mot de la fin, je ne sais pas. Et quelle pourrait être la suite, une prochaine discussion? Est-ce qu'elle serait orientée précisément vers ce rapport entre l'État et les sociétés, l'État et l'individu, enfin la collectivité face à l'individu, les mouvements dans l'histoire qui peuvent permettre de trouver un moment où c'est justement un système interventionniste qui est jugé comme très bien, et un autre moment où on trouve que trop d'intervention, ça nous agace. Quel pourrait être l'ajustement ou l'orientation d'une prochaine discussion? Je réfléchis, il y a eu beaucoup d'idées, de bonnes idées, beaucoup de problématiques surtout. Oui. Je pense que l'idée du tutorat, potentiellement, de personnes qui sont en capacité encore d'apprendre, en tout cas, aux autres et justement d'être récompensés pour ça aussi. Hein. Pas juste travailler, participer. Alors oui, ça, bien entendu, ça fait toujours plaisir quand on a une vocation d'apprendre. Il y en a encore beaucoup, hein, des vocations, hein. Choses qui ne changeront pas, peu importe la technologie, et bien heureusement d'ailleurs. L'autre idée, c'est celle justement de l'éducation. Hein. On en avait parlé dans les premiers débats, parce que je suis arrivé dans l'association, c'est potentiellement permettre aux jeunes d'avoir cette souplesse, cette élasticité à pouvoir justement passer d'un travail à un autre. Alors ça, c'est un peu ce qu'on vit quand on est freelance, hein, quelque part. La diversité, la capacité à finalement devenir son propre patron, de devenir une entité vivante qui offre des services à tout un chacun, et pas forcément de manière opportuniste, mais plutôt comme un centre intellectuel ou de service, ou de services d'ailleurs pas forcément que intellectuels, hein, des services aussi à la personne, des services aussi
Ça pourrait être dans l'alimentaire aussi, hein, cuisinier, pâtissier, etc. Donc finalement, en fait, d'offrir ces services, de quelque part redonner une certaine responsabilité aux gens. Et de l'autre côté, vous avez parlé aussi du fait que finalement, de peut-être redemander aux entreprises de quelque part de redonner un tout petit peu d'intérêt en fait à la relation entre le patron et quelque part et les employés, quelque part de faire partie d'une unité, d'une volonté commune, en tout cas d'avancer, de protéger le patron quelque part, parce que les employés travaillent bien, et le patron, en échange, de les protéger, être dans... Il y a beaucoup d'idées, hein, je te dirais, la prochaine discussion, je ne me permettrai pas d'être le seul à pouvoir répondre à cette question, mais il y a beaucoup d'idées qui ont été énoncées, donc je préfère m'adresser un tout petit peu à tout le monde, ou peut-être nous laisser un tout petit peu de temps pour choisir la prochaine discussion. Voilà. Ok. Alors, En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Voilà. alors tu vas peut-être fermer Oui. l'enregistrement, le clore, et puis après, nous aurons une discussion finale. On n'a pas